Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce jeudi 23 avril 2020. On est toujours confinés, j'espère que tout se passe bien de votre côté. De mon côté, tout se passe bien, on est en train de démarrer deux nouveaux projets hyper casual et je vais donc t'expliquer dans cette vidéo comment bien lancer tes projets, bien t'organiser pour mieux suivre, mieux performer. Je t'emmène avec moi, go! Oh my god! Ça y est les amis, café avalé, on va attaquer cette vidéo. Je vais d'abord te présenter les enjeux de cette vidéo avant d'attaquer mon point avec les développeurs et comme ça je te retrouve juste après pour te partager les enjeux de cette journée. Au programme de cette vidéo, on va parler d'organisation de projet, de suivi de projet, de mise en place de tes user stories, de tes features, bref, comment mieux apporter du sens à ton projet, minimiser le temps pour accéder au marché, ce qu'on appelle le time to market, bref, être efficient dans ta production de jeux vidéo tout en prenant du plaisir tout au long du chemin et en étant capable de pouvoir isoler des axes de progrès pour mieux performer sur les prochains. Mon objectif de cette vidéo est de te donner plein d'outils, plein de techniques qui pourront te permettre d'être plus efficient. Allez, je t'emmène avec moi et je te retrouve juste après le point avec mes développeurs pour te partager le pourquoi. Pourquoi organiser ces projets et les suivre est important et peut t'aider à devenir un meilleur créateur de jeux. Voilà l'objectif de cette vidéo. Allez go, on attaque. Alors les amis, pourquoi gérer ces projets et les suivre est important et peut être une énorme source de plaisir et de progression pour toi? Tout simplement parce que tu vas amener du sens. Et le sens, je te l'explique depuis longtemps, c'est un excellent moteur. Quand tu fais des choses mais que tu sais pas trop pour quel but, ni comment, ni pourquoi, tu y vas avec très peu de conviction finalement. Donc le moindre obstacle te fera arrêter ou te fera dévier de ton idée et hop, tu seras dans le syndrome de l'objet brillant à toucher à tout. Donc tu progresseras pas vraiment. Tu seras peut-être même dans la perte de temps, dans l'inefficience totale. Tu auras passé des journées à dire que tu as fait plein de trucs, mais tu n'auras pas vraiment avancé et tu seras frustré le soir. Parce qu'au fond de toi, tu le sais. Apporter du sens est très important. Apporter de la clarté dans la communication, dans l'échange, que ce soit vis-à-vis de toi-même si tu es tout seul ou avec tes collaborateurs si tu es en équipe, c'est également très important. Je crois que le pire dans une équipe, et vis-à-vis de soi-même c'est pareil, mais c'est un petit peu différent à aborder, c'est les non-dits. S'il y a des non-dits, il y a de l'incompréhension, il y a du manque de communication, il y a du clash. Et ça marche pas. Donc il faut qu'il n'y ait pas de non-dits et il faut aussi qu'il y ait des traces écrites sur les décisions qu'on prend. Ça permet à chacun de pouvoir se référer à un document de référence, à un outil de référence pour se rappeler d'un truc où il a un doute ou quelque chose comme ça. Et ça évite des tensions inutiles. Si on ne marque pas les choses, si on se met pas d'accord, on finit par éclater à un moment ou à un autre. Il suffit qu'il y ait un coup de stress un peu trop fort, un rush un peu trop fort pour que s'il y a eu une incompréhension des choses sur lesquelles on s'est pas mis d'accord ou qui soit pas marqué, et bien que chacun y aille de ses idées et finalement on a un projet décousu, on a un manque de communication, on a des tensions qui se créent. Ça c'est dangereux. Moi j'ai toujours essayé de faire attention à ça. Bien évidemment il y a des loupés parfois, mais c'est important et c'est la raison pour laquelle je t'invite à préparer de la gestion de projet, à préparer des bonnes communications. L'objectif c'est pas de perdre du temps, c'est pas de se surcharger d'informations et de gaver tout le monde ou de te gaver toi-même, mais c'est d'être efficient là-dedans. Donc si tu passes, faut le voir pas comme une perte de temps mais comme un investissement en temps. C'est-à-dire que tu vas investir du temps, de l'attention, de la réflexion pour prendre des décisions que tu vas marquer noir sur blanc, que tu vas organiser en suite logique pour donner du sens à la production de ton projet et que tu sois tout seul ou en équipe. Tout ça devrait permettre de travailler dans de meilleures conditions, donc d'apporter plus de plaisir et plus de progression. Parce que des gens qui sont dans une bonne ambiance se donnent plus, ont envie de donner plus, et c'est normal, c'est humain. Si tu bosses dans une mauvaise ambiance, bon courage, je pense que tu tiendras peut-être pas très longtemps dans des phases de rush et dans des sujets compliqués. À un moment, t'en as marre, tu passes à autre chose. Pour moi, l'important est là. L'important est sur les relations humaines avec tes collaborateurs, sur l'aspect analyse de ta progression personnelle. L'objectif n'est pas de juger ton pote A ou ton pote B qui bosse avec toi. L'objectif est de pouvoir être conscient de leurs difficultés et de leurs forces, de pouvoir les tirer vers le haut, de pouvoir faire en sorte que toi aussi tu leur transmettes tes forces, tes faiblesses, qu'ils puissent eux aussi te tirer vers le haut, en être conscient. Ça permet d'avoir une vraie communication, un vrai échange sain et de sublimer le collectif. Moi j'ai toujours considéré qu'il fallait que mes collaborateurs puissent s'épanouir individuellement au sein d'un collectif fort. On est une équipe, on est une entreprise, on a une vision commune qui doit être partagée et qui doit animer tout le monde, sinon c'est qu'on a mal fait la chose ou qu'on n'a pas les bons profils. Donc bien évidemment la communication est importante entre collaborateurs, même si tu es tout seul, parce que c'est amener de la clarté vis-à-vis de toi-même, de tes réflexions, mais c'est très important aussi d'avoir une bonne timeline, un bon suivi de projet, une bonne gestion de projet. La communication est le nerf de la guerre. S'il y a des non-dits, c'est mort. Mais en plus de la communication, si tu peux en plus avoir de la clarté dans la suite logique des tâches à faire et amener du sens dans la réalisation de ces projets, et tu motives toute ton équipe, tu te motives toi-même, tu apportes du sens, tu as envie de faire les choses, tu passes à l'action, tu es content de dérouler tâche après tâche et d'enchaîner tes pomodoro, ou je ne sais pas comment tu t'organises, pomodori d'ailleurs, et d'avancer tranquillement. Donc je vais te faire un petit point, je vais te partager quelques conseils peut-être vis-à-vis de l'organisation de ces projets. Globalement, quand tu commences un projet, tu as brainstormé, tu as réfléchi à ton idée de jeu, que tu sois tout seul ou en équipe, vous avez discuté, brainstormé, approfondi les choses, vous avez défini les user stories, donc les actions que le joueur peut faire dans le jeu, qu'il doit faire,
pour pouvoir avancer et atteindre l'objectif du jeu. Bien évidemment, de ces user stories, on va pouvoir définir des features, ce qu'on a besoin pour lui amener l'expérience de jeu souhaitée dans l'objectif d'atteindre la finalité du jeu. Et pour ça, on a pris l'habitude de segmenter notre objectif final en tâches, évidemment, en features, de segmenter ces features en petites tâches plus rapidement faisables qui permettent d'obtenir la finalité de cette feature. Et au final, on essaie de décortiquer l'ensemble de ces user stories et features pour faire une suite logique qui nous permet d'atteindre l'objectif souhaité. Et on peut encore segmenter l'ensemble de ces listes de tâches en groupes. Et on peut très bien imaginer un groupe qui concerne ce qui va être utile pour le MVP 0, ce qui va être utile pour l'ajout et les compléments pour créer un MVP 1, idem pour un MVP 2, un MVP 3, donc tous les sprints qu'on peut faire. L'idée, c'est de pouvoir arriver dans un premier temps à créer un MVP 0. Le MVP 0, pour moi, c'est un toy. C'est ce qu'on appelle un toy dans l'industrie. C'est vraiment pas un jeu fini, quoi. C'est juste une base de gameplay liée, bien sûr, à l'expérience de jeu que tu veux donner, mais c'est que la boucle de gameplay principale. Elle n'est pas habillée, il n'y a pas tout le reste, il n'y a pas les boucles satellites qu'on peut éventuellement ajouter. C'est vraiment la base du jeu, le noyau du jeu. Et pour moi, c'est très important, et en général, on se laisse moins d'une journée de travail par développeur ou par porteur du projet pour réaliser ce toy. Et c'est ce qu'on appelle notre MVP 0 là-dessus. Donc c'est vraiment les premières versions de nos managers, les premières versions de terrain, de comportement de joueur. Là, on va vraiment se concentrer sur les comportements du joueur, par exemple. Après, on passe au MVP 1, nous, dans notre façon de penser. Et là, on avance un peu plus vers l'objectif de l'expérience qu'on veut donner pour notre premier test. Sachant que notre premier test ne contient peut-être pas toutes les features qu'on aimerait pouvoir avoir dans le jeu final si jamais les tests sont concluants et qu'on peut faire des sprints supplémentaires. Mais on ne s'arrête pas au toy. J'ai pas envie de tester un toy sur le marché. Aujourd'hui, le marché a quand même gagné en maturité. C'est plus difficile d'avoir des bonnes stats sur un toy qui n'est pas habillé, qui n'est pas polish. Et du coup, on va aller un peu plus loin. En général, dans le MVP 1, on polish ce gameplay principal, cette boucle de gameplay principale, et on vient amener les autres éléments, le terrain, les décors, les éléments avec lesquels on peut interagir et davantage de choses, et ça nous permet de commencer à avoir une expérience beaucoup plus complète vis-à-vis de l'objectif de ce concept. Et alors, enfin, on peut toujours segmenter encore un peu plus en se disant on peut faire un MVP 2, un MVP 3, un MVP 4, peu importe, et on se met une deadline en se disant quand on passe les features du MVP 1 par exemple ou du MVP 2, c'est la première phase de test. Mais au moins ça nous permet de segmenter et de faire des micro-sprints. Par exemple à l'Autoy, on a fait nos estimations de temps. Globalement, ça devrait nous prendre moins d'une journée de travail sur ce concept. Donc on sait qu'après on passe au MVP 1. Potentiellement le MVP 1, les features qu'on a pu mettre dedans devraient prendre 1 jour et demi. Globalement, on devrait être à 2 jours et 2,2 jours ou 2,5 jours avec un peu d'erreur. Et puis on passera au MVP 2. Nous on a décidé que pour ce concept, ce serait la fin du MVP 2 qui partirait en test. Et on a estimé que ce MVP 2 prendrait 2 à 3 jours de plus aussi. Par contre, c'est ce qui vient complètement apporter l'expérience de jeu qu'on voulait au final, avec l'ensemble des profondeurs de gameplay qu'on a voulu créer. Le MVP 0 contenait pas ces profondeurs-là encore. Et donc là, nous, on veut tester avec ces profondeurs. C'est la raison pour laquelle on va jusque-là. Peut-être qu'on aurait pu tester à la fin du MVP 1. C'était suffisant. C'était déjà une bonne base, mais on a déjà pris la décision d'y passer 2 à 3 jours de plus, d'où le fait qu'on va faire 5 à 6 jours sur ces concepts potentiellement, pour avoir une expérience beaucoup plus profonde. Je l'ai expliqué dans les précédents concepts, on a essayé d'amener la profondeur avec des endgames animés ou jouables. Là, c'est un jeu un peu différent, il n'y a pas de endgame réellement, mais on peut quand même créer un gameplay qui a de la profondeur, qui a du risque et reward, et qui amène une belle expérience de jeu complète aux joueurs. Bon, bien évidemment, il va falloir qu'on l'exécute bien et qu'on dimensionne tout ça au mieux pour que l'expérience soit sympathique, fun et adaptée au marché cible des hyper casual gamers. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager du coup dans cette vidéo. Mais tout ça est très important parce que ça t'amène du sens. Je pense que la plus grande des conneries, c'est vraiment d'avoir des non-dits dans une équipe ou de ne pas être capable de comprendre sa progression ou ses difficultés. Et tu vois, dans nos logiciels de gestion de tâches, là nous par exemple on utilise Monday actuellement, on fait un test sur Monday depuis le début du confinement. Pas trop mal, pas forcément peut-être le plus adapté aux méthodes agiles ou au Scrum ou ces choses-là, mais on peut s'adapter quand même vu qu'on peut personnaliser les colonnes. Et bah là en parlant de colonnes justement, nous on a mis une colonne estimation de temps, une colonne temps passé. Et l'objectif est pas un objectif pour fliquer ou pour faire un point à la fin du mois sur l'état d'avancement de chaque salarié. Franchement c'est pas excitant ça. C'est plus être capable de comprendre les difficultés de chacun, les forces de chacun et pouvoir s'entraider. Et puis surtout, le point premier, c'est que chacun d'entre nous, individuellement, on puisse être conscient de nos bonnes estimations comme de nos mauvaises. C'est des excellents axes de progrès pour être plus performant sur la suite, sur les nouveaux projets ou sur la suite des features de ces projets-là également. Je sais pas si toi, tu t'es déjà prêté l'exercice, mais moi, ça fait quand même quelques mois, quelques années, plutôt quelques années même, que j'essaie de faire ça, avec plus ou moins de réussite. Mais franchement, j'ai pu prendre davantage de plaisir en faisant ça. En fait, je l'ai pris du côté positif plutôt que du côté jugement. Oh, c'est comme une note à l'école ou je ne sais quoi. Non, c'est est-ce que je gagne en qualité, en pertinence,
en précision sur mon expertise dans mon métier. Et bah clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. On fait souvent des erreurs, mais au moins on peut commencer à devenir de plus en plus précis. Et ça, c'est un gain de plaisir, mais t'imagines même pas à quel point. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu es en train d'avancer vers ton rêve réellement. Tu as des preuves factuelles, tu as de la data, et t'es plus juste basé sur tes intuitions ou tes feelings. Les feelings, les émotions, évidemment, c'est très important, c'est ce qui nous fait passer à l'action. Mais si tu peux ajouter du factuel là-dedans, je te garantis que ça va les ancrer profondément. Et tu vas changer ta confiance en toi. Si tu as des petits doutes aujourd'hui, bah, ils vont petit à petit voler en éclats, et tu vas devenir quelqu'un de confiant, qui croit en son rêve, qui pas juste rêve en se disant mais c'est inatteignable, j'y arriverai jamais. Non, qui croira en son rêve en se disant je vais me battre, je sais que je suis capable de tout faire pour y arriver. Je sais pas quel est le chemin exact que je vais devoir prendre pour y arriver, mais je sais que je l'obtiendrai. Et si tu as ce tempérament-là, je te garantis que tu deviens inarrêtable et tu peux tout dérouler. C'est tranquille. Alors, ce ne sera pas ton prochain jeu qui sera peut-être le succès, mais tu seras en bonne voie avec le bon état d'esprit et la bonne attitude pour avancer. Et je te garantis que ça change toute la donne. Ça change la donne vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta frustration et de ta détermination. Frustration quand tu te couches le soir ou détermination quand tu te lèves le matin. Ça permet de créer une très bonne dynamique au sein d'une équipe également. Il n'y a que du bénéfique là-dedans, surtout si tu le vois avec la bonne attitude et le bon comportement. Donc il faut vraiment que tu travailles sur toi là-dessus, ou que tu travailles avec tes collaborateurs là-dessus pour devenir inarrêtable, performant, hyper engagé et hyper positif, hyper agréable dans les échanges avec tes collaborateurs. Quand il commence à y avoir de la tension, de la frustration, tu deviens exécrable. Je pense que tu dois le savoir au fond de toi. Moi, c'est pareil, la plupart des gens, c'est pareil. Quand on n'est pas bien avec nous-mêmes, quand on a des doutes ou quoi que ce soit, on n'a pas un bon comportement avec les gens. Et donc, dans le travail, il faut faire vraiment gaffe à ça. Donc, je t'invite vraiment à avoir une communication très claire, pas de non-dit, une belle organisation de projet, d'apporter du sens et d'être capable de suivre individuellement et collectivement. C'est ce qui va te permettre d'amener une très bonne dynamique dans ton équipe ou vis-à-vis de toi-même si tu es tout seul. Et en plus, de prendre du plaisir, de performer, de devenir un meilleur créateur de jeux. Et bien évidemment, d'atteindre tes succès, ceux que tu veux atteindre et ceux que tu es en train de tout faire pour les mériter. Et pour terminer cette vidéo, je vais te partager quelques noms de logiciels qui pourraient être utiles. Je te mets également les liens dans les descriptions que tu puisses aller y jeter un coup d'œil. Je t'invite sincèrement à te prêter à l'exercice pour faire un test sur un projet, voir si ça te convient, si ça t'aide ou pas. Mais fais-le sérieusement. Si tu te lances dedans en n'étant déjà pas convaincu à la base, il y a de grandes chances que ce temps te serve pas à grand chose. Donc fais-le avec de la motivation et apporte déjà du sens sur le fait d'essayer ça si tu le fais pas déjà. Donc pour la communication, nous par exemple, on utilise Slack actuellement. On fait un test là-dessus, ça fait longtemps que je voulais me mettre à Slack. Moi j'utilise Slack avec d'autres partenaires, d'autres collaborateurs externes à l'entreprise. Mais en interne, on avait pris l'habitude depuis un bon bout de temps à plutôt échanger par Telegram. Mais c'est finalement peut-être pas l'idéal parce qu'on a aussi tous nos contacts privés, personnels dessus. Il y a d'autres notifs qui pop. Moi ça me saoule. J'aime bien être focus sur un sujet. Donc boulot c'est boulot, le perso c'est à côté. Et au moins on mélange pas les notifs, on mélange rien. D'ailleurs, à propos des notifs, aparté, moi j'ai coupé toutes les notifs de mon téléphone. Oh. D'ailleurs, petit aparté sur les notifications, je t'invite à couper toutes les notifications de ton téléphone. Moi, j'ai coupé toutes mes notifications, j'ai juste gardé les pastilles. Je suis sur un iPhone, j'ai gardé les petites pastilles rouges qui se mettent sur les icônes avec le nombre de messages ou autre. Mais j'ai aucune bannière, aucun pop-up qui s'affiche sur mon écran verrouillé quand le téléphone est posé à côté de moi, il ne vibre pas. Quand j'ouvre mon app, j'ai pas les notifications qui pop aussi. Donc, c'est à moi d'aller volontairement. J'ai quand même laissé les pastilles pour me dire ok, il y a eu un petit truc nouveau, mais j'irai voir plus tard. Et franchement, j'ai gagné un temps fou à faire ça parce qu'on est plus sollicité, on est plus coupé dans une tâche. Je tiens à te rappeler que quand tu es dans une tâche focus, qu'on te distrait, que tu es coupé ou que tu te distrais tout seul, pour te remettre dedans, ça devrait prendre quelques dizaines de minutes. Entre 10 et 20 minutes en général selon les gens, pour se refocus au même niveau de focus sur cette tâche. Donc évite de te faire couper, évite de te distraire. Tu vas être beaucoup plus efficient. À la limite, ça te fera gagner du temps sur ta journée. Donc peut-être que tu auras encore plus de temps libre en fin de journée quand tu auras fini de faire ce que tu avais à faire. Et ce sera aussi plus agréable pour toi. Voilà, petit aparté sur les notifications finies. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai enlevé Telegram ou que j'ai pas choisi de communiquer par Facebook ou quoi que ce soit avec d'autres collaborateurs parce qu'on se fait pourrir. N'ouvre pas tes réseaux sociaux quand tu es au boulot. Ou alors c'est quand tu décides de prendre une pause. Mais ferme ta fenêtre une fois que tu as fini ta pause. Parce que sinon tu te fais distraire. C'est là où tu perds en efficience. Tu perds en qualité produite et c'est pas agréable. Il n'y a pas de performance là-dedans. Voilà, sépare tes temps de détente et tes temps de travail. Moi, je t'invite à faire ça. Moi, je t'invite à utiliser Slack parce que Slack est pas mal fait, franchement, avec ses channels, les apps qu'on peut intégrer aussi avec. Donc, si tu utilises Google Drive pour faire tes docs, si tu utilises Zoom pour faire des réunions avec tes collaborateurs ou autre, plein d'autres choses, ou Dropbox ou encore ton calendrier ou tes rendez-vous Calendly ou je ne sais quoi, il y a plein d'apps que tu peux linker à Slack et je trouve ça très pratique. Il y a également, si tu bosses dans l'industrie des jeux vidéo mobiles, il y a évidemment beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'autres créateurs qui ont aussi des channels Slack. Donc ça veut dire que tu peux presque tout condenser avec des gens qui sont autour de toi, directement ou indirectement, et donc éviter d'avoir 15 000 logiciels à utiliser. C'est parfois un peu fastidieux et pénalisant, donc moi je t'invite à essayer ça. Moi je trouve plutôt agréable. J'ai pas encore tout bien compris dedans, mais c'est pas mal. Voilà, on débute sur Slack depuis quelques semaines et franchement pas mal du tout. Maintenant, c'est pas de la gestion de projet, c'est plus de l'échange là-dessus. Et pour de la gestion de projet, moi j'aime bien avoir, je vais te mettre des screenshots, des choses visuelles, où on peut voir les états d'avancement, les états des priorités, où on peut peut-être
en fonction des due dates, enfin des dates de livrabilité. Avoir un Gantt, c'est-à-dire tâche par tâche, les dépendances qui se suivent, et du coup on a un calendrier par projet où on peut voir les tâches jour après jour, heure par heure ou semaine par semaine selon la taille des projets. Et ça c'est cool. Donc moi je t'invite à utiliser que ce soit Monday, Asana, Trello, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Hack&Plan, tiens, pour les jeux vidéo. On l'avait utilisé à une époque quand on était un peu plus nombreux. Bon, c'est pas mal peut-être pour des projets plus conséquents parce qu'il y a plein de catégories déjà prévues et fixées avec la communication, le marketing, le graphisme, le ci, le ça. Et je pense que si tu es sur des projets hyper casual, t'as pas besoin d'avoir ce fait de décortiquer avec autant de largeur, et tu as besoin d'un truc un peu moins bazooka. Tu peux aller assez rapidement, donc Trello peut très bien faire l'affaire, même un fichier texte avec ta to-do list peut très bien faire l'affaire, mais c'est compliqué après pour communiquer avec tes collaborateurs si tu n'es pas tout seul. Monday.com, plutôt très intéressant. Asana, plutôt très intéressant aussi, mais vraie usine à gaz. Si tu es une grosse équipe, ça peut être vraiment bien. Hack&Plan, plutôt dédié aux jeux vidéo, mais peut-être pas les plus adaptés pour l'hyper casual. Bref, tout ça est très intéressant. Trello, c'est très basique, c'est un système de post-it. Il y a d'autres façons d'afficher aussi, mais c'est très pratique. Et sinon, tu as la bonne vieille méthode à la main. Moi, je faisais ça avant, quand j'étais dans mes études. J'étais président de l'association des élèves des arts et métiers, au local et au national, et j'ai appris beaucoup de choses sur la gestion des projets à ce moment-là. Et nous, à l'époque, on utilisait Asana pour l'aspect communicatif entre tout le monde, vu qu'on était répartis sur différents sites en France. Mais j'avais aussi dans ma chambre, moi, dans ma petite chambre de 9 mètres carrés, un grand panneau papier sur lequel j'avais mis mes colonnes avec les urgents, les importants, semaine 1, semaine 2, ainsi de suite. Je faisais mon espèce de Kanban à moi avec mes post-it et c'était très efficace. Donc tu peux aussi utiliser ça. Ça dépend de comment tu fonctionnes. Moi, j'aime bien que ce soit visuel. Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite et ça permet de se partager les choses facilement, d'être plus compréhensible. Quand on a les plusieurs sens qui sont activés autour d'une même tâche, on est plus précis sur la compréhension que juste un seul sens. Donc là, on est à distance. Si on fait que de l'oral, par téléphone ou autre, à un moment on est perdu, on s'est pas compris, on a perdu beaucoup trop de flux de la communication. Donc voilà, je t'invite vraiment à essayer tous ces outils-là, à faire un petit tour, regarder leur site et à choisir celui qui te plaît le plus, à bien communiquer, à éviter les non-dits avec toi-même ou avec tes collaborateurs si tu es en équipe. Je t'invite à bien suivre tes projets, à bien les préparer et à voir ça comme un investissement en temps pour gagner derrière en clarté, en confort et en plaisir sur la production, plutôt que de le voir comme une perte de temps. Je t'invite donc vraiment à bien gérer tes projets, à bien les préparer, à bien les suivre, à être dans une communication permanente avec tes collaborateurs, dans une communication saine. On est là pour se tirer vers le haut, pour être une équipe, pour atteindre des rêves ensemble. Donc je t'invite vraiment à le voir de cette manière-là. C'est beaucoup plus plaisant et agréable d'avancer dans notre aventure, dans la quête du hit game. Voilà, bah écoute, je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games. Faut que je mette un logo ici, ça sera mieux. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux. À demain. Ciao.